Il avait vraiment et depuis longtemps besoin de redevenir un cerf-volant, une tache de lumière tenue très haut, au bout du fil de notre seule intelligence. Les livres, lui, il les déchirait, il en faisait des fusées qui allaient loin. 300 pages, ça fait 150 fusées, bien pliées, qui filent sous le nez des enfants. Il était temps qu'on délivre les mots. Bon, bonsoir messieurs, dames, moi je ne vous vois pas, c'est dommage. Merci d'être venus pour cette soirée d'hommage à Alain Cadéot et à ses mots. 2 éditeurs se sont associés pour cette soirée d'hommage. Les éditions La Trace, représentées par Jean-Philippe Lafont, et Monique d'ailleurs, qui doit être dans la salle à quelque part, et Les Cahiers d'Égaré, représentés par un certain Jean-Claude Gross. Enfin, c'est moi. Voilà. Et donc, cette soirée est en partenariat avec la municipalité du Revest, le pôle de l'amitié qui sera offert à la fin. Vous avez vu, hein, déjà la table, etc. Ce pot donc est offert par la municipalité du Revest. Le pôle art en circulation a mis à disposition de cette soirée son équipe technique. Donc je remercie, parce qu'il faut toujours remercier les techniciens. Je remercie donc Laurent et Yves. Vous avez vu se promener Yves. Laurent est là-bas derrière. C'est grâce à des techniciens que les choses fonctionnent au théâtre. Voilà. Et dernier partenaire, bien sûr, la métropole, TPM. Je vais passer la parole à Jean-Philippe, qui a été quand même l'éditeur le plus complet, je dirais, de l'œuvre de Alain Cadéot pour les dernières années. Hein. Voilà. Et donc, il va vous dire quelques mots. Et ensuite, je prendrai un tout petit peu. Bonsoir. Tout d'abord, merci à Jean-Claude parce qu'il nous met en avant, en exergue, mais c'est avant tout cette soirée. Elle a été organisée avant tout par Jean-Claude Gross et les Cahiers de l'Égaré, qui ont eu la volonté, l'opiniâtreté de créer cette soirée autour d'Alain et ce rendez-vous. Donc, merci Jean-Claude. Parler d'Alain, en quelques mots, c'est compliqué. Notre peine, notre manque rend l'exercice difficile. J'aime bien citer une phrase d'Alain qui résonne en nous, je pense à vous aussi, qui le résume, à notre avis, assez bien. Jamais totalement, parce que c'est un être complexe. C'est « J'aime bien les ratures et les fautes, c'est la rançon de l'incertain ». Alain, il aimait l'incertain, mais aussi la simplicité, l'humilité. Je pense que cette soirée le prouvera et le montrera encore pour ceux qui le connaîtraient un peu moins que nous. Incertain, il était, mais tellement sûr avec ses proches et ses amis. Lumineux, je ne sais pas approuver, ses écrits nous le prouvent, mais pourtant avec des instants si sombres. Je pense à ses amis et ses proches, je pense que ça
ils ressentiront la même chose que nous. Et enfin, il était, comment vous dire, excusez-moi, je suis ému, mais il était surtout proche de nous au quotidien. Alors, Alain, c'était un être complexe, mais comme toutes les personnes qui, dans nos vies, vous marquent. Et nous l'avions vraiment rencontré, et c'est bien évidemment, vous ressentez que c'est quelqu'un qui nous marque, et pour la vie. Je ne vais pas faire trop long, mais je voudrais quand même vous dire que on a rencontré Alain, surtout on rencontre d'abord Martine souvent, et ensuite on a rencontré Alain et Martine au tout début de notre aventure, puisqu'on avait, je crois, 5 ou 6 livres en parution, et Alain nous a fait tout de suite confiance. Il est venu, il nous a rencontrés, on a beaucoup échangé, et alors qu'il venait de grandes maisons d'édition, entre autres Mercure de France, Gallimard, il est venu chez nous et on a, je dirais tout de suite, travaillé ensemble sur un premier livre. Et aujourd'hui, on a plus de 100 parutions. Donc, vous voyez, il était là au tout début. Et il a été vraiment, cette évolution-là, de 5 à 100, il en a été à nos côtés un artisan. Parce qu'il a été un confident, un guide, un conseiller. Avec ses mots, souvent, il nous confirmait de bien rester sur ce qu'il nous appelait régulièrement. Il nous a toujours parlé ces chemins de traverse ou ces chemins de contrebande. Et aujourd'hui, ces chemins, je vous avoue, ils sont plus difficilement carrossables sans lui, mais on continue. Je ne vais pas évoquer la vie d'écrivain parce qu'elle sera évoquée ce soir, mais bon, c'est tout ce qu'il a. Plus de 20 livres, des pièces de théâtre, et puis de nombreux textes. Et puis des textes que nous recevions, je pense que nous sommes plusieurs à recevoir tous les matins, souvent des textes de lui, ce que nous on appelait ensemble les mots du matin, mais je n'étais pas les seuls à le recevoir. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui le recevaient. Ils étaient souvent personnalisés, suivant à qui ils s'adressaient. Et donc vous dire que avec Alain, mais peu importe la durée, je crois qu'on s'est connus 8 ans, entre 8 et 10 ans, je ne sais pas, Martine doit le savoir, s'en souvenir, mais entre 8 et 10 ans, eh bien, il n'y a pas eu une semaine sans un appel, sans un souhait de partager une colère, un enthousiasme, une passion, enfin des choses de la vie. Donc voilà, pour finir, simplement, en écho à la fois à tous nos auteurs, à Florence, qui est avec, pas Monique, mais Florence. Mais ah bon non. J'ai dit Monique. Oui, mais donc Florence et tous nos amis auteurs qui nous font confiance. Je voudrais citer un mot de Tom, si j'y arrive, m'en souvenir, mais qui, lorsqu'on partageait notre peine, nous a vraiment bouleversés en nous disant, en nous écrivant, il n'y aura plus cette voix, il n'y aura plus ce regard sur chacun de nous. Il n'y aura plus ce rire étouffé de distinction. Cet enfant déguisé en monsieur. Je pense que ça le résume beaucoup, en tout cas, ça donne l'ampleur du personnage. Voilà, donc aujourd'hui, pour rester sur une note positive, parce que je ne suis pas très positif dans ma démarche, mais vous dire que nous, ce qu'on retient avec Florence, et je crois avec nombre de ses amis, c'est que la générosité et la joie de vivre, même si je ne l'ai peut-être pas ce soir, la joie de vivre était toujours au rendez-vous avec Alain. Et je sais que ce soir, il est à notre rendez-vous. Merci. Merci, Jean-Philippe. Je parlerai très peu en tant qu'éditeur de Alain Cadéot parce que, bon, moi, je l'ai connu en 2013 par l'intermédiaire d'un comédien qui avait joué dans le premier spectacle du Revest qui s'appelait Clepsydre, et ce comédien s'appelait Christian Besson. Et il m'a dit, mais tu sais que j'ai mis en scène une pièce de théâtre de Alain Cadéot et il vit au Broussan. À l'époque, il vivait au Broussan. Et donc, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Christian Besson. Je n'avais pas plus que ça l'intention d'éditer du Alain. Je considérais que les éditions de La Trace avaient toute leur place là-dedans. Et puis, il m'a quand même proposé d'abord Arsenic et Eczéma. Il m'a proposé M. Alors là, je ne regrette vraiment pas. Et puis, Le ciel au ventre. Et Le ciel au ventre,
donc, est une réédition. Il y a eu une bataille contre la montre, je n'aime pas le mot, mais il y a eu une bataille contre la montre pour que le BAT, le bon à tirer de ce livre, arrive avant que Alain ne disparaisse. Miracle ou pas, je ne sais pas, on y est arrivé. Il est parti avec le BAT du ciel au ventre, qui est un livre magnifique. Et ce soir, eh bien, j'ai décidé de rendre public ce livre ce soir. C'est les mots qu'il m'a envoyés entre le mois de novembre, je crois, et le mois de fin mai à peu près. Et ça s'appelle Tout Alain Cadéot est là-dedans. Il y a quelque chose encore devant. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous devons y aller. Il ne dit même pas mais nous devons y aller. Ce livre sera numéroté par Martine Cadéot. Il est à votre disposition à la sortie. Bon, évidemment, je remercie toute la famille, la grande famille Cadéot, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Cette soirée qui est dédiée à Alain, elle est dédiée évidemment à Martine, à tous les enfants de cette grande famille recomposée. Bonne soirée et on va se retrouver. Là, maintenant, va se dérouler ce qu'on a prévu. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va donc commencer la soirée avec lecture des extraits de M. Moi, je m'appelle Dominique, je suis accompagné de Nadine et de Katia. M. Ah oui, je voulais dire aussi que le livre, il y a une couverture d'une aquarelle de Michel Cadéot. M. Tu n'auras jamais su combien j'ai pu te haïr, maudire, aimer, souffrir, respecter, adorer ta seule existence. C'est la nuit que, lourde, aiguë et lancinante, remonte ma seule vraie mémoire. Ma seule vraie mémoire, c'est un poisson des profondeurs. Forme noire, ondulante et racée, raie immense prolongée d'un dard plein de poison lunaire, ayant macéré quelques milliers d'années dans les abîmes de l'esprit. Depuis longtemps, je savais que l'autre se replie, se déploie dans son propre silence, et que les mots qu'on peut lancer atteignent rarement son périmètre de chasse. Autrement dit, son expérience et son passé, l'idée qu'il a de lui, l'illusion qu'il s'en fait, l'image dont il use, les fortins qu'il érige afin de préserver son moi, cadenassé. Oui, l'autre trie ce qui vient s'échouer sur les rives de sa sphère et rejette ou entend mal ce qui est hors de son histoire. Pour comprendre vraiment cet autre, il faut accepter de perdre tout ce à quoi nous tenons le plus, notre propre inquiétude liquide. Le plus dur étant d'endosser et de faire sien son paradis, son cauchemar à lui. Mais
Qui peut vouloir d'un tel échange? Qui peut vouloir troquer sa paix et son cambouis contre un ballot d'angoisse et de sublime? Je te regarde donc à la dérobée en cachette pour attraper ce toi qui définitivement demeure en dehors de mon vocabulaire. Il ne me reste plus qu'à essayer de m'immerger dans cette vague idée que je me fais de toi. Aimer, je le savais, était aussi un long regard rempli d'admiration. Qu'y a-t-il en effet de plus admirable, de plus exaltant qu'un être différent, une autre terre à contempler que la sienne? Mais souvent nous pensons, ce qui ne fonctionne pas comme moi m'agace ou m'indiffère, alors que nous devrions toujours nous demander pourquoi celui-là ou celle-là se comporte-t-il ainsi? Que dois-je comprendre? Que me permet-il de découvrir? Sommes-nous si pleins de nous-mêmes qu'il nous arrive d'oublier ce qui fait le secret de la vie? L'autre côté, l'autre versant, l'autre visage, enfin bref, tout l'ailleurs, comme un pays à délicatement parcourir. S'oublier, se couler dans les veines de l'autre. Tout cela et bien plus encore, j'ai tenté de le faire, à corps perdu, dans mes moments de solitude, alors que tu dormais. Pourquoi aurais-je dû avouer cette démarche sous-marine? Aujourd'hui, je le fais, sans savoir où je vais. Je voudrais n'être qu'un archiviste traducteur. Aimer serait traduire parfaitement. Il faut aller bien loin dans le plus petit geste du quotidien pour mettre à jour la grandeur qu'il recèle. Je veux ainsi accorder une marge immense à tes secrètes pensées. C'est dans cet espace imaginé, ce sentier sinueux, imprécis, que se glissent les 1000 images instantanées de ton visage dans toute situation, de l'infini à aujourd'hui, jusqu'à demain dont je perçois tout le tragique et à la fois le prix lumineux, accompli de chacun de nos destins. Tu as, me semble-t-il, la texture et l'envol des grands oiseaux de mer. Tous les courants ascendants te sont favorables et morts à ceux qui ont voulu, qui veulent ou voudraient t'alourdir. Mon exigence réside donc dans la clarté, le polissage de ce dodécaèdre parfait que restitue ton cœur. Je dois dès lors m'acharner à essayer de comprendre. Devenir toi, c'est m'oublier. Je prends le risque de gommer ce bric-à-brac constituant ma vérité. Ne faut-il pas savoir doucement s'effacer afin de saisir dans d'infinies nuances le parcours sinueux et fuyant d'une âme dans un corps? Je n'ai pas d'autre but que d'atteindre avec toi, à ton insu sans doute, le singulier soleil qui nous a mis au monde après avoir longtemps couvé nos âmes et leur gémellité. Toi, M, tu es incroyablement changeante, caméléon royal, du rouge, du bleu, du vert, de la bile et du rire, jusqu'à ton corps de femme qui peut devenir celui d'une jeune fille, ta culpabilité, ta frissonnante inquiétude et ta capacité à envoyer paître tout ça pour n'être que dans ton seul plaisir. Tu es faible, tu es forte, c'est les montagnes russes, l'enfer, le nirvana, le cyclone dont l'œil te couve dans un calme plat. L'autre jour, je t'ai vu danser sur une scène en plein Mistral avec ta veste noire, heureuse, détendue, au milieu de toute une assemblée. Ah, tu étais belle et j'étais si loin. Je me suis simplement demandé à quoi je servais, moi qui n'ai pas toujours su te faire rire ni te délivrer de tes pires angoisses. Moi qui n'ai su qu'être là, lointain, discret, râleur en prime, un loup sauvage à vif
pas social pour un rond. Je serais sans doute incapable, si je te voyais pour la première fois aujourd'hui, incapable de te séduire. Je voudrais que M reste aussi belle que maintenant. Je voudrais vieillir et que M reste jeune. Je voudrais m'estomper, plus de dents, sans chair, sans eau, et qu'elle soit submergée de bonheur, d'insouciance et de rire. Offrir sa vie est malheureusement un cadeau impossible pour racheter la stupide cadence du temps. Emma. Je pourrais l'appeler Marguerite ou Mathilde, mais ce qui lui va le mieux, c'est Marie-Madeleine. Pour ce côté passionnel, entier, inclassable, profil de la femme de chair, doublé d'une incroyable attirance pour la femme d'esprit. Terre et ciel mélangés. C'est tout l'un ou tout l'autre, c'est les deux à la fois. L'exubérance et la réserve, luxure et froideur, et le rire au milieu. Des ordres climatiques. Mais qui saura jamais à quoi tiennent les grandes variations, ces écarts prodigieux dont un être est capable. J'ai peur que ça m'agace au bout d'un moment de parler d'elle. 20 ans qu'on s'essaye, en se disant que ce n'est pas à notre taille, que ce costume ne nous va pas, à contre-courant toujours, à contre-temps souvent, si proche et si lointain. Elle est capable, si je lui lis ce que je suis en train d'écrire, de me dire que c'est trop tard, que j'aurais dû le lui dire avant. Et elle va me foutre en rogne, ce qui me coupera le débit aussi sec. Elle est capable de lire 12 000 pages à sa gloire et de ne retenir qu'une chose du type « les cheveux tristes », dont je parle au début en m'assénant avec toute la mauvaise foi du monde qu'elle n'a jamais eu le cheveu triste. Mais si tu la voyais, fringuée, tignasse et bourriffée, talons qu'elle jette au loin pour courir sur un sentier de poudre jaune les nuits de Valporis, tu te dirais, celle-là, la mort jamais ne pourra ni la réduire, ni l'atteindre. Sa chair, son énergie, sont les reflets de son éternité. Pour te séduire, il faut grand vent, du dominant, de belles mains, une voix se frayant un passage dans les limbes du monde, des mots hydroglisseurs accostant sans un bruit le mystère des choses. Pour te séduire, il faut de la distance, un air de pas y toucher, avec en sourdine une furieuse envie d'y toucher, du recul, de l'ombre et du mystère. Envie de t'embrasser, tes bras, tes mains, tes cuisses, cette chair qui s'en va sous les réverbères du temps jusqu'au néon infâme d'un hôpital moderne. Rien qu'une vie exacte. Nous ne disposons que de cela, une vie pleine à la seconde près, comme le noyau dense d'un avocat, pour rivaliser avec l'impalpable masse du néant. Mais toi, j'en suis certain, tu peux l'emporter, le virer ce néant, le gommer avec ton grand fou rire. Je te promets l'éternité pour un seul de tes plaisirs. Tu mettras tous les dieux dans ta poche. Zoé a un cul de madrilène. Courte sur pattes, ravissante frimousse, et ce cul arrogant dont elle est fière sans doute, qu'elle contemple peut-être chaque matin dans le miroir en se hissant sur la pointe des pieds. Son seul souci semble de plaire. Petit cheval perché sur des talons aiguilles, je l'imagine bien allant à son travail, caracolant sur les trottoirs, captant de ses yeux vifs la marée haute des regards roulés de sa personne. Il ne m'en faut pas plus pour admettre encore et toujours
que le désir est le flamboyant chaudron de nos vies. On peut tout mettre là-dedans. Délicieuse et diabolique cuisine d'apprenti marmiton. Cuisine et pectoraux, lèvres et ourlets, nez, mollets, mains, fesses, aisselles. Tous les parfums. Mont de Vénus et Dolomites, Himalaya, collines, mousse de source, geyser, courant sous-marin, les yeux, la ribambelle de genoux et de plis. Tout ce qui vient, tout ce qu'on veut, pourvu qu'il y ait fermentation, tension, pulsion. L'outrecuidant désir alimente le monde, et si un savant fou avait le truc pour collecter cette énergie, nos centrales nucléaires feraient figure de sinistres clapiers, dédiés au courant d'air. Oui, Zoé ferait sûrement bander le nombril d'un eunuque. Elle est proprette et soignée, de la tête aux pieds. Petits ongles brillants, cils, sourcils, coiffure, mèches, le tout nickel au millimètre près. Et on imagine le reste. Récuré, épilé, tous les plis. Et toujours habillé de couleurs pétantes. Jupette coquelicot, rouge carmin, bleu électrique, chemisier ou t-shirt d'un blanc éclatant. Je pense toujours en la voyant à l'effigie laquée de Minnie, une de nos modernes Tanagra. Et puis il y a son sourire, parfait. Et on finit irrémédiablement comme un pèlerin, quémandeur et nu, au seuil de son regard qui a l'intensité de gouffre velouté. C'est une obsessionnelle du détail. Pas un bout de peau ne lui échappe. Il est vrai, comme je l'ai déjà dit, qu'elle est un peu petite, petite comme ces îles que l'on dessine enfant, avec leurs 3 palmiers, une cabane et un hamac. Elle fait chaque jour, j'en suis convaincu, le tour de sa géographie en bonne Robinson, consciente de la richesse de ce domaine clos. Son corps flottant au beau milieu d'un océan d'incertitude. Au fond, les autres demeurent un espace flou, un no man's land, une indiscernable matière en se faisant et en se défaisant dans son sillage, et rien n'est plus sûr que la coque luisante et marbrée de sa chair bien à elle. En dehors de ces élucubrations gratuites qui sont le sel de la vie, pour un vieux solitaire tel que moi, je me demande ce qu'elle a réellement à offrir. Ce dont je suis certain, c'est que chaque fois qu'elle effleure ma main pour me rendre la monnaie, après mon rituel achat d'une miche au levain, je suis troublé comme un gamin de 60 ans. Zoé est boulangère. Pas la patronne, non. Une vendeuse intérimaire de pain, croissants, sucrés, salés. Il y en a bien d'autres, des intérimaires. Des mignonnes, des maigres, des bien en chair, des blêmes, des bronzés. Elles passent le temps d'une saison et la patronne les remplace. Il y a eu bien d'autres. Et toutes, chaque fois, l'air de rien m'a sonné un « je vous la tranche » comminatoire en désignant la miche que j'avais choisie. Et chaque fois, je répondais « surtout pas », avec une furieuse envie de rire. Zoé fut bien la seule à ne pas insister. Elle ne posa plus jamais la terrible question. Très vite, nous eûmes autour de la minute qui nous était impartie des sortes de dialogues maladroits, pontons fragiles, maigres esquifs, bousculés par des clients pressés. Elle a 18 ans, a obtenu un 16 en philo et pourtant a raté son bac. Elle aime l'ordre et les habitudes qui la rassurent. Les habitudes. C'est un besoin vital, dit-elle. Et le jour où je lui avais demandé 2 baguettes, elle avait été décontenancée. Pas de miche aujourd'hui ? Son visage avait exprimé une véritable stupeur. Comme il n'y avait personne derrière moi, j'en avais profité pour lui demander ce qui la troublait tant. J'ai besoin d'avoir des habitudes. Moi, pour la rassurer. Et pour parler un peu, je lui avais dit quelque chose comme « c'est pourtant bon de se défaire de ses habitudes. Vous avez sûrement raison, mais c'est une manière de... c'est plus fort que moi, ça me protège. On dit que les habitudes, c'est une manière de repousser la mort. » Elle avait incliné la tête en ne me quittant pas des yeux. C'est peut-être ça. Ma petite sœur est morte d'une maladie orpheline il y a 4 ans et une famille de touristes était rentrée dans la boulangerie. C'était du bruit. Elle s'était arrêtée de parler et m'avait répondu là. Elle m'avait rendu la monnaie en frôlant mes doigts, ce qui m'avait mis en joie pour la matinée. J'avais arraché un bout de vie.
Quelques mots-clés. Un truc sorti du lourd secret des cœurs. Ma petite Mini de pacotille s'était enrichie d'un coup. Dans la vitrine de mes songes s'animait déjà autrement sa silhouette de poupée. Mais pourquoi m'avait-elle confié si vite le nid de sa souffrance? Mes morts à moi me suivent partout, debout, dans un grand char indien. J'aime aller tirer sur les chemins de ma pensée et me retourne souvent pour voir leurs mannequins osciller au gré des ornières. Silencieux, humbles, compatissants. Je les ai habillés avec des tissus de couleurs vives et ils hochent la tête à chacun de mes pas. La mort, ça sert à ça. Ça nous accompagne, sans un reproche, avec la bienveillance des images saint-sulpiciennes ou des images d'Épinal. Ce n'est qu'un oui, gracile. Ça ne tend pas l'index, ça n'a plus besoin de discuter. Éventuellement, ça chuchote, ça prend pitié, ça prend pitié. C'est plein d'amour dans les yeux, doux, et ça n'est que sourire. Alain, moi, je prétends qu'on peut prendre ton bouquin, Les billets de contrebande, l'ouvrir à n'importe quelle page et trouver une perle. Alors je t'entends d'ici me répondre, une perle, je ne suis pas une huître. Mais, je prouve ce que je dis. C'est vous qui m'arrêtez. Hop. Joie mystérieuse. Je ne sais pas comment nommer la densité émotionnelle qui, comme ça, sans prévenir et sans raison particulière, nous envahit parfois. Pourtant, pas de promesses à l'horizon, pas de projet particulier, les mêmes éternelles et pesantes questions, et nos placards toujours aussi encombrés de poisses et de guignons. C'est un mystère, cette joie qui, du sol au plafond, enrobe tout ton corps. Pour moi qui suis, comme vous peut-être, maître et savant fou, professionnel de l'inquiétude, ces instants de béatitude sont une étrange et lumineuse bénédiction. Le seul problème, c'est que dès que tu veux t'en emparer pour plus longtemps en profiter, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. La joie, la pure joie, soyeuse, ramassée et toute de clarté, est une loutre surprenante. Elle nage, glisse, brigue, montre sa tête, rit de toutes ses canines, plonge sans bruit, s'évanouit dans l'eau glacée si tu fais mine d'à peine l'approcher. Quant à la suivre, je n'ai jamais essayé, je nage comme un pied. C'est très émouvant de se retrouver ici parce que la dernière fois que j'étais sur scène, c'était avec Alain. On avait fait une lecture d'Arsenic Eczéma et c'est très particulier de se retrouver sur le même projecteur. Je vais vous lire un extrait de Maya Kumbra. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui va dans un coin perdu au pied d'un volcan avec son âne. Et c'est particulier parce qu'on avait fait un voyage avec un âne, avec Alexandra aussi à l'époque, et il a gardé le nom de l'âne, mais je n'ai pas choisi les extraits où il y a l'âne, mais plutôt où son personnage parle d'Alain.
Ainsi, jour après jour, Théo s'applique, farfouillant dans cette humanité qui est la sienne, à dénicher la part dont l'essence est divine. La part du jeu, de l'invention, de la création gratuite. La part d'une ardeur mythologique pour tout enfant déraciné. Le levain du sourire face à un nouveau jeu. Il le sait. Cela peut s'effectuer autour d'un travail comme la mise en forme d'un bureau, tout autant que dans le plaisir à la fois grave et innocent, consistant à déposer des mots sur une feuille blanche. En dehors de ce sourire, il se le dit souvent à lui-même, tout le reste est foutaise. Il lui arrive aussi de croire que le monde n'est qu'un lieu parodique, la terre d'exercice, l'antichambre des styles, avant la mise à feu définitive pour d'autres galaxies. Que ne faut-il pas détruire, brûler, amputer pour singer l'idéal, sans dicter les formules sans cesse fuyantes? Au-delà de ces efforts, il en est sûr, seront exaucés les justes, les attentifs, les malheureux épris du virus absolu, tous ceux qui auront abandonné toute pensée de confort, ceux qui, après avoir longuement hésité, auront lâché les rampes maigres de leur caricature pour se jeter au fond du temps. Ceux, enfin, qui n'auront jamais renoncé à porter leurs rêves à bout de bras. J'apprends 10 mots par jour. Il fait bon vivre. Rien de meilleur lorsqu'il fait un temps de chien que de pousser la porte de ma cabane, de rajouter une bûche dans le poêle et de me retrouver bien calé au chaud en plein milieu de mon bureau. Prendre au hasard un bon gros tome du Larousse, l'ouvrir, prélever un verbe, un nom, un adjectif, les isoler dans ma tête, les sentir s'élever comme dans une bulle, crever la bulle, les recopier à l'encre en m'appliquant sur un cahier. Chacun de ces actes est pour moi une joie savoureuse. Je me rends compte que je n'ai presque rien lu, pas vu, pas pris. Je me suis contenté de parcourir la tranche des livres. Je me suis contenté de parcourir la tranche des livres. Je les ouvrais parfois, me délectant de quelques lignes, collant mon nez sur le papier pour renifler les effluves du savoir imprimé. De la même manière, je n'avais jusque-là que caressé la surface des choses et des êtres. J'aimais l'air très particulier de chaque mois du monde. Je comprends pourquoi on m'a jugé inconstant, infidèle, volage. Je crois avoir été un tant soit peu immatériel, un oiseau-mouche, un butineur de situation. Au fond, la lourdeur issue de toute réflexion m'est toujours apparue comme une grande erreur. Vouloir à tout prix graver dans le marbre des sentences définitives avec l'air entendu de ceux qui pensent tout comprendre, c'est se brouiller le ciel. Les mots, aussi maladroits soient-ils, étaient pour moi, sont encore, une substance fluide et lumineuse, un ruisselet, un passage, une trame, maladroit, sinueux, imparfait, mais vivant. Ils ne sont là, pirogue effilée, que pour poser, passer, glisser, traduire, faire circuler la cantilène liquide de l'univers et s'effacer, à peine prononcée. Ce qui vit, c'est ma phrase là maintenant, dans son rut, en pleine élaboration, sous la dictée des vents. Ce n'est que bon plaisir de déchiffrage de mes jours, de mes nuits à l'encre grasse qui offre à chaque syllabe le bel habit liquide de ruisseau noir. Ce qui vit aussi, c'est la fête que j'en retire. De tous ces signes, j'en fais un élixir, une pâte qui tâche le sang de mes artères. Je souhaite que ma tête ne soit longtemps qu'une terre vertigineusement vierge à parcourir librement dans tous les sens. Vous connaissez le principe du billet numéro 2. Là, ça commence ici. Cirque des mots et des images. Au cirque des penseurs, il y a toujours deux clowns, l'Auguste et le clown blanc. Prenons les plus récents.
Camus n'est pas marrant, mais le sérieux a ses clients. Sartre est désopilant, bien qu'il soit beaucoup moins drôle que Marty Feldman. Plus avant, Montaigne est rigolo quand il s'essaye à dénoncer ses gros défauts. Pascal est aussi raide et pâle que le cierge qui porte son nom. Descartes est l'acrobate du grand écart entre rigueur et absolu. Hugo, le fordéal, porte l'humain à bout de bras avec un souffle de taureau. Céline est contre-pitre et met toujours les pieds dedans, à la plus grande joie des gamins tristes et ronchons. Proust a le don d'hypnotiser dans ses langueurs un bataillon de souriceaux. Tant d'autres encore sous ce grand chapiteau, ce serait bien injuste de n'en nommer que quelques-uns. Tête d'affiche, légende, attirant les foules de gogo. Car du plus petit au plus grand, chacun a son mot à dire et fait avec sérieux son entier numéro. Venant de tous les pays depuis toujours, ils ont cerné et habillé le monde de leurs paillettes, de leurs acrobaties. Ils sont équilibristes, écuyères, funambules, magiciennes, dresseurs d'ours, de caniches ou de cobras, et jusqu'aux balayeurs ramasseurs de crottins, cornets de frites, chichi-frégis, barbes à papa, menu monnaie tombés des gradins, tous ces modestes reliquats, renures de spectacle où les mendiants sont rois. Et là-dedans, ça sent l'urine d'éléphant. Les fesses des lions, l'urine des badauds, la paille des zèbres et du singe hurleur, les rots à l'ail, à la vinasse des nettoyeurs de cages, ou dans un tigre vieux rêvant de sa forêt perdue. Quel cirque l'écriture! Mais si peu ont accès à l'ineffable et intacte innocence. C'est pour cela que j'ai tendresse infinie pour l'éternel enfant tout habillé de blanc, marchant au pas sur le bas-flanc de la piste de sable gris et précédant l'orchestre de trompes et de cornes, cymbales grosses caisses, avec sa flûte d'argent. Souvenez-vous, il joue en ritournelle à vous briser le cœur, les quelques notes simples de la mélancolie, raccommodant nos existences avec 1000 débris. 8,5. Oui, j'ai tendresse pour Fellini, porteur infatigable de nos ardeurs, de nos langueurs lointaines et de nos joies intactes. Clown s'il en fut, entre Cervantes, Miller, Freud et Dostoïevski, il martela nos vies avec son mégaphone, son œil cerné de rhino romain, malin et attentif, poursuivant sans relâche le triste puzzle de ses rêves. Ils avaient, ils ont, nous avons tous, sous nos chapiteaux, d'étoiles rapiécées, le désir fou de réinventer ce que le temps, implacable abruti, détruit avec l'indifférence des sans-âmes. Nos mots, nos gestes, nos pirouettes, nos images ont seuls l'audace et le pouvoir des pitres cascadeurs. Se lancer sans filet, débouler sur la piste des froides pages blanches de vierges partitions, de neuves pellicules, pour livrer le meilleur, le vivant, croustillant de l'esprit, risquant, pour pas grand-chose, d'affronter tout le vide, de défier l'infini et de tirer sa révérence sur de lourds rideaux rouges par une fin d'après-midi. Lettres en vie. Lettre écrite à Karim, patient en soins palliatifs à l'hôpital de la Seine. La maladie a changé brusquement le cours de sa vie et de ses pensées. Alain lui écrit « Karim, ce qui est saisissant lorsqu'on te regarde, c'est l'intensité, le poids de l'être tout entier, pas la moindre faille entre ta vie, tes mots, tes intentions. Un bloc, un soleil noir, et l'on se dit en t'écoutant « Oh, le beau compagnon d'infortune !» Quoi qu'il ait traversé, il poursuit son chemin avec la délicatesse et la lucidité d'un chevalier sans armure. Peu lui importe de vaincre, il avance, il comprend. Ce n'est pas par plaisir qu'il se raconte, c'est pour transmettre aux quelques hommes qui l'entourent le fruit parfait de ses combats. Le monde n'a pas voulu de lui. Ce qu'il cherchait se situe au-delà, dans une zone où les humains n'aiment pas s'aventurer, vers une sorte de perfection
là où ne règne ni l'imbécilité, ni la cruauté. Oui, peu lui importe de vaincre. Il avance, fatigué ou blessé, harassé ou joyeux, fol enseignant de la difficulté. Ténacité, courage, cendre, soleil, ténèbres et lumière. Il ouvre de tout son être une route glacée qui conduit aux étoiles. Et on ne peut que le remercier d'être un aventurier de l'âme. À toi. M, deuxième extrait. M. Tu es ma dernière cuillerée de fruits. Chaque jour se nourrir de ta bruissante vie, ramenant l'air si frais de dehors. Chaque jour, tu ramasses d'électriques fantasmes dans les plis lourds de tes habits. Chaque jour, je regarde se faire et se défaire ton visage en me demandant ce qui alimente l'esprit, ce qui sauve le corps, par quelle subtile alchimie l'autre brille ou s'éteint. Et tout me fait penser à un éphémère ballet de lucioles dans un grand parc fumant d'humidité. Jamais je n'ai été aussi soucieux de toi, aussi attentif. Et tu glisses vers ailleurs, imperceptiblement, comme une mer qui se retire vers on ne sait quel gouffre, dans un silence que nul n'ose troubler. Ce matin, j'étais en voiture et je t'ai vu marcher dans la rue, tête en avant, épaules basses, comme une gosse têtue qui va où son instinct l'appelle. Tu peux avoir ainsi des jours avec le côté teigneux et entêté d'une boxeuse et d'autres où tu te trimbales comme une reine de sabbat. Tu peux être petite, poings serrés, soucieuse, et tu peux être grande, mains ouvertes, rayonnante. Tu peux être d'acier, briseuse de glace, soc, étrave, proue de canonnière, et tu peux être de chair, caravelle chargée d'épices et d'encens, de safran, de poivre et de piment en grappe rouge, suspendu au solide du navire. Tu n'as jamais vécu dans l'entre-deux. Tu n'as jamais été la tiède. Et ceux qui ont voulu te soumettre s'y sont cassés les dents. Tu as toujours anéanti leurs raisons. Tu as déchiqueté leurs principes. Tu n'as jamais pu supporter les camisoles, les chaînes, les cadenas, les vies feutrées, capitonnées. Tu as imaginé des îles et des terres là où tous te disaient que le monde était clos. Tu as un don sacré. Tu sais faire exister ce en quoi personne ne veut croire. Je voulais te dire encore qu'il m'est arrivé 1000 fois de t'attendre, de vouloir te rejoindre, d'être imbibé de toi. J'ai alors ces bouffées de plaisir, ces grands déménagements du cœur, ces vertiges qui sont le signe d'une infinie tendresse. Mais un retard, une arrivée intempestive, donc décalée face à ces attentes, suffisent à inverser, renverser, détruire mes sentiments précédents. Aimer, tu vois, aimer c'est le contraire de l'anthropophagie. Aimer, c'est laisser l'autre intact. Ce n'est ni bouffer, ni se faire bouffer. Aimer, c'est goûter du bout des lèvres, du bout de la langue pour voir quel goût ça a, cette peau et cette âme d'une adorable étrangeté. Pardonne-moi mes maladresses, elles sont le signe capricornien de mon inadaptation. Ces pages auront été une curieuse tentative d'un dire au-dessus. Je t'offre mon auréole bricolée, l'auréole boréale de mon cœur et l'auroque bicéphale de mon âme à nu. Je t'offre ce qu'il y a de plus surprenant en moi, la transgression, un
moi qui se tire vers le haut, qui s'échappe par toutes les fenêtres, qui s'extirpe de la somnolence, qui s'oblige à fixer la lumière. Je t'offre en prime celui qui retombe à terre, celui qui a le poids de la boue, celui qui rampe aveugle et qui tremble de froid. Puisses-tu aimer aussi cette ombre de moi-même? Aime, ma sœur de feu, ma sœur de pierre, ma sœur de chair, n'oublie jamais qu'on est presque jumeaux. Capricorne et tigre, vaillant, rebelle et fainéant, orgueilleux, courageux, sans ambition. T'ai-je raconté mon dernier rêve? Je te prenais dans mes bras et doucement nous décollions, pas très haut, à 50 centimètres du sol, et je trouvais que nous étions bien lourds. Et cela nous ravissait de pouvoir glisser ainsi le soir dans une ville. S'arracher à la lourdeur est la chose la plus exaltante. J'aurais voulu gagner le plein ciel. Patience. Il y faudra encore du temps. À plus tard, ma sœur. À demain. Et cette fois, j'espère, je pourrai te porter plus loin encore si c'est possible. Et on irait se fondre tous les deux au cœur des cumulonimbus. Parce que mon rêve à moi, mon rêve, ce serait, mais ici-bas c'est impossible, ce serait que nous puissions enfin n'être qu'un, molécules inextricablement mêlées avec un éternel sourire, vivifié, lavé, lové, liquide, sans conflit, complice, siamois, béatitude. Oui, mon rêve, c'est comme une promesse que je tiendrai pour toi, quoi qu'il arrive. Les anges disparaissent. C'était avant l'an 2000. Juifs, indiens, berbères, italo-serbes, nègres, animal loup, renard, des poches sous les yeux, de la nervosité dans les entrailles et la souplesse d'un poisson échampard sans cesse au mailles des filets. Je crève d'envie de raconter. J'ai si peu de temps pour relier les îles. Alors, pour me délivrer, je commence aujourd'hui ce traité de dépendance, chronique de ma vie. Traité de dépendance. 10 septembre, Ardèche, France, ainsi. Comme chacun de nous, je viens d'un désert et je rêve de ponts en liane au-dessus de tous les gouffres. Je suis un marcheur et chacun de mes pas est une prière. Ma mère, Catherine, était d'origine tchèque, fille d'un musicien. Mon père, Hugo, est vénitien, fils d'un condottière fuyant toute famille. J'ai un frère cosmique, Lorenzo, don du ciel bazardé par les dieux sur la terre, 5 ans après ma naissance. Et puis, il y a Maria, étrange demi-sœur que je suis capable d'inventer à seule fin de comprendre ce que nous cherchons encore au fond de tous les yeux, à seule fin d'admettre qu'un seul regard et résurrection. Nul ne sait à quel point chaque vie est riche. Nul n'imagine à quel point les croisements de destinée démultiplient cette richesse
à l'infini. Je vous offre cette histoire vraie en tout point afin que chacun d'entre vous puisse un instant s'apercevoir qu'il est nécessaire et fascinant de pénétrer dans le monde des autres pour y trouver sa propre vie. Sans doute laisserai-je un pluriel d'inachevé, kaléidoscope, mais avant je me débattrai comme un grand singe avant d'ouvrir le plus grand nombre de noix de coco pour voir à l'intérieur. C'était une des phrases favorites de mon frère qui, gosse, passait son temps à éventrer des boîtes, des colis, des jouets. Une fois ouvert, il en sortait le contenu avec délicatesse, l'examinait, puis d'un air buté, s'en allait en quête de notre ventre à pourfendre. Dans l'effroyable désordre de ma tête s'impose pourtant un rythme vigoureux, triangulaire ou ternaire, longue caravane d'émotions triomphantes. La nuit venant, tout se condense au sein de cette figure géométrique et les passions s'avancent. C'est en freinant une telle marée d'exaltation que je réussirai à rester cohérent, là, au cœur de la bergerie, de manière à ce que n'importe qui puisse suivre les jeux, les échanges qui s'effectuent entre notre minabilisme et notre grandeur, notre goût pour le comique et notre sens du tragique. La découpe du temps au dehors reste le travail têtu des grillons qui sont autant de scies noires verticales. Les vents sont là, presque toujours. Blanche forme ronde, ils tournent et enlèvent couche après couche le mauvais appris. Mon vrai trésor est fait de choses minuscules. Je suis un réfugié provisoire sur ce plateau de pierre en pleine Ardèche et dans le monde de l'imperceptible. Mes amis, je ne les ai jamais connus. Sages, fous, peintres, écrivains, musiciens, poètes, intelligents, conscients, avec émerveillement de leur série de morts et de naissances, sachant que ce qui est appelé vie n'est en fait que le moment de lucidité qui entraîne cet étonnant besoin d'absorber pour transmettre. Je suis en vie pour raconter. Vous reprendrez bien un petit billet? Là. Un coffre de santal. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tous ces mots laissés à marée basse comme fouillis de coquillages, crachant sous le soleil leurs baveuses écumes? Des colliers, des parures, des bracelets vivants ou tout un tas d'ornements funéraires? Qui voudra bien troquer mes perles et mes nacres, mes vers érodés, mes galets et mes conques contre paniers pleins de fruits rouges, légumes éclatants, un sourire de sable et une joie sans fin devant la mer aux oiseaux gris? Je me demande bien d'où il viendra le foutu diable qui me portera ça. Des Amériques, du Kamtchatka, de Sibérie ou des tropiques. En tout cas, c'est sûr, je ne m'y attendrai pas. Déboulera sans crier gare en me disant de but en blanc « Ce que je veux, c'est ça !» Désignera du doigt le coffre bleu passé de santal et de cuivre dans lequel dorment, moisissent, noir chapelet, grappes de mots et de choristes toute ma vie choisie, patiemment ramassée et dont personne ne voulait. Jettera devant moi un sac rempli de pièces d'or. Ce sera jour de fête. Mais aussi bien, peut-être, je m'en mordrai les doigts, car on ne troque pas son âme contre je ne sais quel fruit, rouge ou pas, légumes ou sourire de sable ou monnaie d'apparat. Quant à la joie sans fin, je l'ai déjà, elle est en moi. Même si, bien souvent, devenant bien aveugle, je ne vois ni la mer, ni l'oiseau, je ne vois que le gris.
Lettres en vie. Lettre à Catherine. Catherine a les grands yeux d'un Vendongen. L'intelligence et la douceur sont le velours de l'âme. Lorsque vous nous regardez, vous nous faites du bien. Mon frère et moi avons reçu tant de choses en votre présence. Il y avait la bonté, l'écoute et le partage, tous ces liens délicats qui tissent une relation spontanée basée sur l'affection. Sachez qu'il y a ainsi des reconnaissances immédiates, comme des lacs paisibles, où il fait bon se retrouver dans le silence des montagnes. Nous étions bien avec vous, dans cette parenthèse entre ciel et terre, dans le nid de vos yeux. Alain. Un petit dernier. Stop. Où vont nos souffles? Les mots ne seraient-ils que les bulles effervescentes du comprimé de la pensée? Un pétillement passager dans un verre d'eau tiède. Prononcé dans et par le souffle, important ou léger, il se noie, s'évapore dans la troposphère, la stratosphère, et les nuages sont remplis de nos émanations verbales. Chaque goutte de pluie contient ainsi 1000 langages qui nourrissent la terre. Il y a fort à parier que ce que nous lisons de la même manière s'exfiltre de nos crânes et finit en buée. Les océans sont les brasseurs et la mémoire de nos jurons, de nos dictons et de nos haines, de nos humeurs, de nos raisons, de nos bénédictions, de nos larmes, de nos délires, de nos chagrins, de nos joies, et d'un milliard d'idées issues de nos cerveaux d'impénitents bavards, et ce depuis l'aube de toute humanité. Les fleuves, les rivières et le moindre ruisseau inondent et abreuvent les berges de tous les animaux. Les averses pénètrent les ténébreuses entrailles d'un globe aussi bleu qu'un berlon de lapis lazuli, et les arbres retiennent dans leurs racines nos phrases mélangées, la virgule, le cri, l'anathème ou les mots de nos pures tendresses. Oui, nos mots sont le terreau, le fumier, l'engrais, la décoction du monde rond, végétarien et cannibale, capable de tout ingurgiter, ivre de cet alcool 37 degrés qu'est le sang du vivant, vomissant nos horreurs, ravalant nos erreurs et poursuivant sa course dans des hoquets furieux d'ivrognes bousculés. Il joue bien, hein? Merci. Merci les amis. Moi je vais vous lire quelques extraits de Le ciel au ventre. Il y a longtemps, Alain Cadéot accompagna à voix haute et en mots couchés sur le papier le voyage utérin du fœtus offert par la vie. Le ciel au ventre fut le titre fabuleux de ce récit. Donc, entre le 30 janvier et le 24 juillet, si je ne me trompe pas, voilà, Alain Cadéot a écrit 68 adresses et contacts avec l'enfant que portait sa compagne. Alors, c'est un peu un crève-cœur de n'en dire que très peu, mais c'est bien que ça soit rythmé, donc je vous en dis vraiment quelques-uns. 30 janvier, 2 heures du matin. Ainsi, tu tiens à venir au monde. Bon, c'est ton affaire. Il n'y a aucune raison pour que l'on se taise tous les deux durant des mois, encore 7 mois. Lorsque tu naîtras, ce sera peut-être plus compliqué. Mais là, dans ton silence, dans ton liquide confortable,
tu peux projeter, balancer des images, bulles qui viendront éclore à la surface de mon propre cerveau. Je serai présent pour les recueillir et pour éventuellement te répondre si j'en ai les moyens. Sans doute est-ce moi qui poserai le plus de questions. Tu as, j'en suis sûr, des réponses que je n'ai pas. Aucune envie d'écrire ce soir. Pourtant, j'ai un contrat avec toi. Chaque jour compte. Je tiens à avoir fini le jour de ta naissance. Avoue quand même que ce serait extraordinaire d'inventer un rapport qui abolirait toute notion d'éducation. À peine né déjà, il y aurait une immense complicité entre nous. Quelle nuit! Ta mère est au lit avec une sinusite, elle a le crâne en compote. Ne me laisse pas tomber. Tu ne pourrais pas me souffler, me dicter un peu? Je suis si vide parfois. Laissez venir, comme tu me le susurres. C'est bien joli, laisser venir, mais à condition d'avoir de longues plages de calme ici à la maison. C'est du roman feuilleton à tir à l'arigot. Difficile. Difficile d'être le gosse d'une mégère et d'un ours, les deux écorchés en prime, mais vivants. Peut-être as-tu toi-même des accès de fureur? Pourquoi faire de vous de minuscules créatures inoffensives? Vous bouffez tout, sensations, vibrations. Cire vierge prenant forme sur les pouces maladroits de ces sculpteurs malades que sont les adultes. Une femme enceinte devrait avoir un ventre d'alevin. On pourrait lire à l'intérieur. Les hommes pétrifiés seraient enfin prosternés devant cette puissance en gestation, illuminant leurs inquiétudes. Le pouvoir leur tomberait des mains tel un hocher débile. Je suis un traducteur. Par ton intermédiaire, à nouveau, il m'est donné de voir. Tu es, j'en conviens, le père de ma pensée. Je ne peux pas continuer à dire ta mère chaque fois que je te parle d'elle. D'un autre côté, je ne veux pas utiliser son prénom afin de ne rien enfermer dans le cercle arbitraire de nos coutumes. Alors ce soir, c'est à toi à qui j'ai demandé son nom. Je veux savoir comment toi tu l'appelles. Instantanément, et comme une coulée d'eau fraîche, dans ma tête est arrivée Lumia. Lumia? J'ai tout de suite pris le Larousse pour voir si quelque chose s'approche de ces trois syllabes. Lumia. Rien dans le Larousse. Lumia. Consonance liquide, algues montant des profondeurs. J'ai cueilli cette bulle d'air échappée de ta bouche. D'accord. Désormais, ce sera Lumia. Tu tires ma vie au cordeau, tu en redessines les plans avec une vigueur qui va s'amplifiant. Tout cela, je le sens clairement dans mes rêves misérables. Mon passé s'effiloche et part en lambeaux. Ma sagrada familia s'écroule. Dès ce 7e mois, tu es armé d'une glaive, d'un glaive orange. Tu fais le ménage. Bientôt, je serai sur un immense plateau couleur cendre. Tu auras tout rasé. Il n'y aura plus aucun refuge, plus aucune façade dans laquelle se vautrer. Tu es un chasseur impitoyable. Tu gommes les passés. Tu brûles tous mes arrangements. J'ai rêvé pendant 9 ans, non 9 mois seulement, d'un être que je ne connais pas. Et d'un seul coup, on m'annonce sa venue imminente. Tu arrives demain. Il faut que je reste calme. Je vous ai conduit, Lumia et toi, à la clinique. Ta mère était toute excitée, la joie, l'appréhension. Tu vois, il n'y a peut-être que 10 mots qui m'enchantent dans les pages que je viens d'écrire. 10 mots qui resteront pour moi des formules sacrées. Merci à toi. Demain, tu seras dans mes bras. Demain, tu commences à reconnaître.
On ne voit jamais plus loin que le bout de sa vie. Après, il y a après. Mais c'est l'éternité. Et ça ne parle pas, ça chante en sourdine. Ce qui nous lie, c'est l'absolu. Ce si vieux rêve du « tout est abouti ». Inexplicablement présent dans chacune de nos molécules, nous rappelant ce chuchoteur. Par ici. Non, par là. Plus loin, plus près, c'est là. Vous avez bien raison. Mariam, Sarah, Thomas, Louis, Marcel, Miguel ou l'ami, d'avoir ce pressentiment. Cette chose étrange et invisible sommeille en nous depuis l'aube des temps. Écoutez seule cette voix. Petite main de l'intuition, sous le regard vaseux de contremaître revenu de tout, ayant depuis longtemps baissé les bras, depuis toujours vous travaillez sur cette immense broderie, jamais finie, faite de soie et si fragile, vos fils d'argent, vos larmes d'or, vos rires de platine, ce grand linceul de nos très vieilles mémoires. Ailleurs enfin, c'est là, sur la pointe vibrante d'une aile d'hirondelle chatouillant l'infini. Et après, pardonnez. Pas de mots. Rien qui puisse décrire un vertige parfait. L'oubli. 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 Vous devez me trouver bien calme, différent, détaché, moins emporté, moins remuant, plus éthéré. C'est sans doute que je m'en vais. Je n'y peux rien. Ne m'en veuillez pas. Il est si bon de s'en aller, de disparaître. Oui, je m'en vais. Sur la veine très bleue de la main de ma mère. Oh, le calme chemin de l'amour retrouvé. Vais-je enfin vous lâcher, vous quitter, malheureuse victime, tendres petits agneaux sur le gris des questions sans réponse. Merci encore à vous pour chacune de vos interventions, votre patience, votre intérêt et même vos énervements. Ma besace est bien pleine des mots, des cris, des rires et des plaintes de tout l'humain et bien vide des miens. Ah, j'en aurai, doux cannibale, des os à ronger dans mon éternité. C'est si loin où je m'en vais. Plus la moindre colère. Juste encore le bip, le pulsar, le frisson. Vous savez, cette tremblante joie d'un gosse qui piétine. L'âme d'enfant transfigurée que vous suggérez Miguel, se préparant à découvrir le mystérieux cadeau intact dont on lui a tant parlé et qui est enfin là, après des siècles de doute, immobile, sage parfaitement, bien emballé, devant lui, à portée de ses doigts transparents, car il est temps d'entrer dans l'impossible. Je m'en vais, moi, Gaspard, le bienheureux, solaire, béatifié, docile, plus léger que jamais, sans nom et sans histoire. Je m'en vais sur la veine très bleue de la main de ma mère. Ô le calme sentier d'un amour éternel.
molle méduse aux filaments faiblement éclairés dans tout ce noir violent, ce vide ignoble et grimaçant. Je vous en prie, répondez-moi, pardonnez-moi de m'incruster, faites l'aumône d'un écho, d'une voix, quelques mots, je me noie. Rien, pas la moindre réponse, le silence absolu. Mes chéris, mes obstinés lecteurs, ou plutôt pour certains mes doux forçats, rameurs de la lecture, n'oubliez pas que, comme on dit dans votre pesanteur, demain, il sera trop tard. En effet, ce que vous ne me dites pas maintenant et qui traverse votre cœur, demain aura pâleur des choses oubliées. Oubliées peut-être, mais remisées et bien vivantes, et vous mettant grappin dessus dès que vous serez, comme moi, passé de l'autre côté. Et oui, ne pas remettre au lendemain ce qu'il faut dire ou taire le jour même. Et l'autre consacré qui décrétait, on s'en souvient, le patient, c'est le fort. Mais la patience, mon vieux Victor, c'est la vertu des nantis, des gavés, des bedonnants faisant tranquillement les 100 pas dans un salon immense d'exilés confortables, tandis que les cuisinières s'affairent sur ta dinde farcie qui pète l'huile à petit feu pour ton repas du soir. Nous étions dans l'impatience. Nous voulions tout de suite, affamés, un potage d'aurore, boréales ou australes, cuit au bon jus rempli des yeux du gras désir. Le fort, c'est l'exigeant qui bouscule le monde, ne se contente pas, va outre, va devant, fait voguer sa fringale vers des plages rêvées, des regards absolument consentants, de sublimes étreintes. Si vous saviez comme il est lourd dans cet ailleurs qui est le mien de naviguer tout seul dans la péniche des regrets. C'est fou comme s'accrochent à nos coques nos vieilles âmes à la dérive. Nos radeaux en sont pleins de ces petites choses inaccomplies, bons gestes repoussés, désirs inassouvis, mains tendues ignorées. Crabes, éponges, varechs, mousses, lichens, coraux, anémones de mer, vers et le crépidula fornicata, ce délicieux coquillage qui, comme son nom l'indique, grouille, copule, se contorsionne, se multiplie jusqu'à peser plusieurs quintaux, freinant l'ardeur de nos voyages sidéraux. Je vous en prie, répondez-moi. Si vous avez ne serait-ce qu'un brin d'affection ou de pitié, une virgule d'attachement, un soupçon d'intérêt, ne me laissez pas tout seul dans cet horrible vide qui est comme l'antichambre d'un monstrueux charnier. Cher monsieur Staccato, je ne sais pas pourquoi j'ai tant de plaisir, de joie à vous lire. Je m'en voudrais de vous laisser seul plus longtemps dans votre tourmente. Qui que vous soyez, sachez que si l'on ne vous répond pas, ce n'est ni par mépris ni par indifférence. C'est que, voyez-vous, il faut un certain temps pour absorber et digérer ces pesants blocs de pensée que vous lâchez, comme des mines, dans nos terriers de blaireaux effrayés. J'aime bien visiter avec vous ce que vous appelez votre musée des horreurs, ce train fantôme des idées. Tant de douceur aussi, de prévenantes attentions, comme un retour sur soi, pointant du doigt sans complaisance tous vos petits défauts. Tout cet ailleurs dont vous parlez, je le connais, le reconnais. J'ai eu, il y a 10 ans, un accident de voiture et suis resté dans le coma plus de 8 jours. Ce que j'ai vu et ressenti ressemble un peu à ce que vous nous racontez. Mais j'étais perdu dans un brouillard épais. On m'appelait et il m'était impossible de répondre. C'est fou comme les voix ont un timbre particulier quand, de l'autre côté, on tâtonne sans trouver la sortie. Aujourd'hui, revenu à la vie, comme on dit, je suis devenu plus calme, absente, presque contemplative. Ma famille dit que j'ai changé. Je pense surtout avoir cassé la logique du temps, comme une brèche. Et désormais, je suis là et ailleurs.
ou comme vous, jamais tout à fait là. Ce qui me procure un intense sentiment de liberté. Vous voyez que nous avons quelques points en commun. Ce calme relatif ne m'empêche pas, comme vous, d'être dans l'impatience. C'est vrai. Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on souhaite le jour même? Je déteste les atermoiements, la mollesse des faibles prenant des airs de sages, là où ils ne sont en réalité qu'incertains écouards, ou pire, bien assis sur leurs certitudes, qui, quant à elles, ne sont qu'une planque pour chiens terrorisés. Et j'en ai ma claque des prudents. À quoi ressemblez-vous? Je vous imagine bien d'une autre époque,